GG, les grandes gueules, RMC Story, les GG en direct tous les jours de 9h à midi. Aujourd'hui, Barbara Lefebvre, professeur d'histoire-géographie, Fatima Idbounoua, professeur de français. Nous sommes avec David Dickens, directeur marketing du Cirque Phoenix, midi moins 20 tout à l'heure dans le grand oral des GG. Dave, un nouvel album, le premier avec des chansons inédites depuis 13 ans. Un album qui est produit par Renaud, composé entre autres par son compagnon, son fidèle auteur, Patrick Loiseau. Une chanson sur l'homoparentalité, une chanson sur la mort de sa mère aussi, qui a décidé de partir en famille, en étant assisté dans sa disparition. Sa mère aussi. Dave sera avec nous tout à l'heure. Toujours les deux pieds dans les faits de société, Dave, il sera avec nous, donc dans le grand oral des GG à midi moins 20. Et il regrette d'ailleurs, tiens, qu'aujourd'hui il n'y ait plus d'émissions de live ou très peu. On puisse chanter en direct, se retrouver, que tous les chanteurs puissent être à la télé le soir à 20h30. C'est son grand regret à Dave. À 11h, faut-il un ministère pour les animaux? C'est une tribune qui est publiée dans Libération avec bon nombre de personnalités qui estiment qu'on en fait pas suffisamment pour la cause animale, que la cause animale mérite aujourd'hui d'avoir son ministère. D'accord ou pas avec ça? C'est le moment d'en parler avec les GG. 32-16. À 11h20, les tendances GG. Dans les tendances GG, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux un Monopoly féministe où quand le jeu commence, les femmes partent avec plus d'argent que le candidat garçon. Et là, ça méritera une discussion. Le grand casting des GG aussi, il est là. RMC, le grand casting des GG. Grand casting des GG, vous vous inscrivez sur rmc.fr. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour choisir l'un des thèmes qui est imposé par les grandes gueules. Nous poster une vidéo, ensuite il y aura la sélection des GG. Et puis pour les meilleurs d'entre vous, 5 d'entre vous viendront se tester avec les grandes gueules avant que le jury ne délibère et que l'on choisisse l'un ou l'une d'entre vous. Mais d'abord, c'est sur rmc.fr que ça se passe. Vous postez votre vidéo sur l'un des thèmes politiques, société, qui est imposé par les grandes gueules. Et il va falloir être bon. Jean-Luc Mélenchon charge la justice, a-t-il raison? 32-16 pour réagir avec les grandes gueules. Mes camarades, dans ce procès, nous ne sommes pas convoqués à un procès, nous sommes convoqués à une condamnation publique. Madame Belloubet, il lui en cuira politiquement, a décidé d'organiser le spectacle. Et nous avons reçu le message, peut-être ce qui a déclenché ma décision d'écrire un livre, en apprenant que Maître Dupond-Moretti, une star du barreau, sera payé par l'État pour défendre les policiers qui sont là. C'est du délire. Non, Jean-Luc, de grâce, soit je fais un procès, parce que ce que vous racontez est débile, diffamatoire, soit, franchement, je m'amuse de cela. Je vous conseille de bien dormir, d'aller voir un médecin, de prendre un peu d'homéopathie et peut-être une camomille. C'est ridicule. Et alors, il y a même Madame Belloubet aussi, qui serait dans le complot. Moi, vous savez, il y a 35 ans que je suis avocat. Personne ne m'a jamais dicté qui je devais défendre ou qui je ne devais pas défendre. Une petite passe d'armes, donc Maître Dupond-Moretti, Jean-Luc Mélenchon. Oui, parce que Maître Dupond-Moretti est l'avocat des policiers qui ont participé à la perquisition au siège de la France Insoumise. Et rappelons que Jean-Luc Mélenchon, à partir du 19, la semaine prochaine, il sera jugé avec 5 de ses proches, Corbière, Bompard notamment, pour rébellion, provocation et acte d'intimidation envers l'autorité judiciaire. D'ailleurs, Alexis Corbière m'expliquait hier sur BFM TV qu'il n'avait toujours pas reçu de convocation et qu'il avait appris par la presse qu'il y avait son procès. C'est quand même une drôle de pratique, si c'est vrai, de la part de la justice. Je ferme la parenthèse. Jean-Luc Mélenchon, tu dis, il n'a pas peur, mais moi j'ai l'impression qu'il a peur d'être condamné. C'est pour ça qu'il orchestre cette mise en scène en expliquant qu'il est victime d'un procès politique. Nicole Belloubet et Dupond-Moretti, main dans la main, veulent sa peau. Parce qu'effectivement, s'il est condamné la semaine prochaine, sur le CV de celui qui souhaite encore être candidat à l'élection présidentielle, ça fera tâche. Qu'est-ce que vous en dites, Barbara? Moi, j'ai surtout l'impression que Jean-Luc Mélenchon continue de ruiner toute perspective d'avenir à la France insoumise. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à la France insoumise, notamment des militants de base, mais aussi même certains cadres, qui commencent à être un petit peu fatigués des prises de parole intempestives et éruptives de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je regardais hier la conférence de presse, je trouvais quand même que certains avaient le regard un petit peu fuyant, étaient un peu gênés par les outrances de Jean-Luc Mélenchon. Il a séché l'université d'été pour aller soutenir Lula, qui n'est pas non plus une oie blanche. Il se prend lui-même pour Lula à deux doigts,
lui aussi de pleurer parce que il risque d'être condamné par la justice. Voilà, il y a eu outrage et rébellion à un représentant de l'autorité judiciaire. Il doit être sanctionné à proportion de ce qui a été effectivement constaté. Maintenant, de là à nous expliquer que c'est un procès politique, c'est peut-être, effectivement, il y a peut-être une dimension politique, mais c'est surtout lui, par la publicité qu'il en fait et surtout par l'outrance de son discours, qui, encore une fois, toujours la même chose, joue le jeu du gouvernement et joue le jeu de celui qu'il dénonce comme étant celui qui l'agresse. Surtout qu'il le fait le jour où Richard Ferrand est mis en examen aussi, si tu veux. Donc, dire que la justice politique est aux ordres. Mentionnant la sortie de son livre. Juste un dernier mot, David. Quand on fait, là, c'est la rentrée politique. Là, c'est la rentrée politique des partis. C'est quoi la rentrée politique de la France insoumise? C'est le show narcissique de Mélenchon, la justice. Moi, je suis le premier opposant. Non, déjà, il n'est pas le premier opposant au président Macron. Il a complètement ruiné tout ce qui, ces 19%. Il y en a plus. Il n'y a plus rien du tout. Il y en a moins de 8. Donc là, Mélenchon est en train de tuer la France insoumise. Il n'y a rien de recevable là-dedans. Enfin, pour moi, véritablement, ni sur le fond, ni sur la forme. S'attaquer à Maître Dupond-Moretti, qui a quand même le droit de choisir ses clients, il l'a souligné lui-même, s'attaquer à lui de cette manière, je trouve ça indigne. C'est vraiment pour le coup une attaque ad hominem. Il a même dit sur Dupond-Moretti, hein, on l'a pas entendu dans l'extrait, il y a une photo de Dupond-Moretti avec Brigitte Macron, donc apparemment ils sont copains. Donc il laisse entendre qu'effectivement tout est orchestré. Il y aurait collusion, voilà. Donc déjà ça c'est absolument irrecevable. Il y a la petite phrase, je le disais à l'instant, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit mon livre. Donc en passant, on se fait un petit coup de promo, ça sent vraiment la stratégie de communication. Et on parlait tout à l'heure de justiciable, comme les autres pour ce qui concerne Balkany. Je ne vois pas pourquoi Jean-Luc Mélenchon passerait à côté. Ensuite, il y a cette volonté de se faire passer pour un potentiel prisonnier politique. Ce serait à la limite un prisonnier d'opinion, mais en aucun cas un prisonnier politique. Donc tout ça, moi je trouve que, comme toi, effectivement, ça dessert la France insoumise, ça c'est une certitude. D'ailleurs, beaucoup des cadres se sont éloignés ces derniers temps. Et puis, je pense que ça va lui desservir véritablement lui, parce que c'est quelque chose qui... Peut-être qu'il a envie d'arrêter, Mélenchon. C'est une façon de se faire harakiri. Il peut arrêter, mais il n'est pas obligé d'entraîner tout le monde avec lui. Il y a le bruit et la fureur mélenchonienne. Après, le parquet est quand même allé très vite. Si tu veux, entre la perquisition et puis le procès, il y a après, c'est pas c'est même pas grand-chose. Moi, je veux dire une chose. Alors, je ne vais pas encore faire des copains. Olivier. Autant, je me demande bien ce que foutrait Balkany en prison, autant je me demande ce procès à quoi il sert. On a vu les images. Moi, j'ai l'impression que Mélenchon, tu apportes de l'eau à mon moulin. Il a déjà été condamné en opinion publique. Effectivement, est-ce qu'il faut encore dépenser de l'argent pour faire un procès Mélenchon? Le souci, c'est l'image. C'est comme si on avait que ça à faire dans Tu as bon dans mon sens. Tu as bon dans mon sens. Donc, on peut quand même s'interroger. Tu sais, le parquet, c'est pas le procureur, c'est pas celui qui diligente l'enquête. Le parquet, c'est quand même celui qui est nommé par le pouvoir. Donc, entre la perquise et le procès, sans qu'en plus il y ait eu convocation, il y a quand même des points d'interrogation. On peut s'étonner ou s'interroger, tout du moins, quoi. Voilà. Fatima Idbounoua. Pour moi, le problème, c'est qu'ils volent, c'est ça, ils volent la rentrée politique de la France insoumise. Ils leur volent médiatiquement. Alors qu'il y a d'autres sujets, les retraites, les urgences. Parce que pour le coup, il y avait quelque chose à jouer là. Pour la France insoumise, on va parler du personnage Mélenchon, on va parler de son livre. Éventuellement, il parle de ça, alors que dans un même temps, on est à un moment où politiquement, la gauche a quelque chose à jouer, et un peu comme ce qui est en train de se passer là aux États-Unis avec Elizabeth Warren, une sénatrice. Les gens proposent des choses, savent que la justice sociale est un enjeu majeur. Ils sont tous en train de se placer comme ça. Et en France, les partis de gauche, à la place de jouer comme ça, avec des propositions concrètes, voilà, des économistes. On entend des économistes, là, les atterrés par exemple, qui sont là, mais des partis qui récupèrent vraiment ces idées et qui les mettent en avant, et on ne les entend pas suffisamment, alors que pour moi, le renouveau pourrait être là. Donc c'est mal joué. Et ensuite, la deuxième chose, sur la forme, moi j'ai grandi avec cette phrase, tout ce qui est excessif est insignifiant. J'ai vraiment grandi avec ça. Et c'est ça tout. Non, oui, mais ça on est. Mélenchon, c'est le Georges Marchais des années 2010. Ça pourrait marcher. Sauf que les réseaux sociaux, on l'entend 25. Mais il y avait les images.
Si ça n'avait pas été filmé, par exemple, il pourrait dire il y a eu ça a été filmé. Donc on a pu voir que sa réaction déjà, enfin la réaction est excessive. Ce qu'il a dit, l'État c'est moi, non, qu'est-ce qu'il a dit, la République c'est moi. Ma personne est sacrée. Ma personne est sacrée. Ouais. Toutes ces choses-là, si l'image. Mais c'est Georges Marchais. Georges Marchais nous faisait rire dans les années 70-80, comme Mélenchon fait un peu rire, sauf qu'en même temps, le déclin du Parti communiste se poursuivait. Jean-Luc parce Mélenchon, que lors de l'heure la est dernière. grave. Écoutez, non mais l'heure est grave dans ce qu'on vit. L'heure est grave. Oui, l'heure est grave dans la société. Écoutez, on vit quand même. Il y a Non, il n'y a pas de circonstances. Non, c'est vraiment pas. On vit des moments. Écoutez, alors on vit pas dans le même truc. Moi, je vois, regardez tous les faits divers, le degré de violence qu'on a atteint. Vous avez peut-être oublié. Mais la causalité avec Mélenchon. Non, mais on vit un moment de société qui est important. Les gens sont en attente. Ne serait-ce que sur la violence. J'arrête pas d'en parler. On en parlait pour la communauté asiatique, là qui se faisait agresser. Mais au-delà de la communauté asiatique, toutes les agressions qu'on voit, ce degré de violence, ce degré de tension, on vit un moment important. Mais justement, ça veut dire on attend des politiques qui jouent leur rôle politique, qui parlent de nous et non d'eux. Tout à fait. Et là, on est en train de parler moi, ma vie, mon œuvre. Mais Fatima, c'est pas compliqué. Mélenchon a initié lors de la dernière élection présidentielle le dégagisme dont il pensait être épargné. Oui. Ok. Là, il se trouve que ça lui est revenu comme un boomerang à travers la tronche et que depuis ce temps-là, il ne fait que gesticuler pour exister. Jusqu'à ne pas participer aux universités d'été et kidnapper ces universités d'été en allant visiter Lula. En fait, il est autocentré, tout doit tourner autour de lui, son mouvement peut mourir, ce type n'en a rien à foutre. Ça, je ne sais pas s'il se rend compte, mais en tout cas, c'est. Non, mais ce qui est dommage, justement, c'est qu'à la France Insoumise, il y a un certain nombre de cadres, même si moi je partage pas leurs idées, quoique sur certains aspects hostiles à l'ultralibéralisme, je les rejoins, mais il y a des cadres qui sont vraiment en train de penser l'idéologie, la structure idéologique de ce parti, et ils sont complètement mangés par une personnalité qui, excusez-moi, mais n'est pas très stable. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui, d'abord, lui-même en politique, a un parcours pour le moins chaotique, assez quand même, on va dire, carriériste, éclectique et carriériste. Il a su se dégager du Parti socialiste à un certain moment, mais plus pour des questions... C'était au moment de la fracture sur l'Europe en 2005. Voilà, et puis surtout aussi pour des questions internes aussi, des questions de pouvoir interne. Et Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui... Avec François Hollande. Voilà, avec François Hollande. Mais aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est en train de condamner une possibilité pour la gauche de la gauche, on va dire, de proposer quelque chose d'alternatif. Il y avait une tentative avec la France Insoumise et là, il est en train de tout ruiner. Donc, il faut aussi qu'il y ait une réaction de la part des cadres de la France Insoumise pour le mettre un petit peu, progressivement, de côté et lui dire « Tu n'es plus l'homme de la situation. Il y a d'autres personnalités dans le mouvement qui peuvent monter et qui devraient aujourd'hui remplacer Mélenchon. » Attendez. Derrière le défendre. Attendez. Un gars comme Alexis Corbière qui a de plus en plus de difficultés à le défendre. Ça se voit physiquement. Ça se voit physiquement dans cette intervention. On a l'impression qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. Mais il va dans ce sens-là. Et ceux qui s'en détachent comme Clémentine Autain sont fustigés. La France Insoumise est un peu dans une impasse au-delà de ce procès. Et dans une impasse parce que les Gilets jaunes n'ont pas profité à la France Insoumise. Puisqu'on a vu aux européennes que finalement le rapport de force n'a pas beaucoup bougé et qu'aujourd'hui la première opposante à Emmanuel Macron reste Marine Le Pen. Donc ils n'ont pas réussi à récupérer une colère qu'ils auraient pu récupérer en partie, pas complètement, parce que je pense que la France Insoumise c'est pas quand même le mouvement des classes moyennes. Et là, en cette rentrée, Fatima, ils sont quand même à côté de tous les sujets qui font cette rentrée, les urgences, la réforme des retraites. Ils leur veulent la rentrée à côté de la plaque. Et c'est vrai que on a du mal à voir comment la France Insoumise peut sortir de ça. Mais tu vois, Raphaël m'écrit sur internet rmc.fr, bonjour les grandes gueules, je vois que vous faites le procès médiatique de Jean-Luc Mélenchon, vous êtes tous d'accord, m'écrit Raphaël. On a dit qu'il n'y avait pas besoin de procès. Je finis le mail de Raphaël qui dit on a besoin aujourd'hui de personnalités qui se lèvent face à un pouvoir qui essaie de détruire nos acquis sociaux et de détruire toute opposition autour de lui. Voilà ce qu'écrit Raphaël sur internet rmc.fr. Salut, et il conclut salut aux combattants Mélenchon. Voilà ce que me dit Raphaël sur internet. Une personnalité comme Mélenchon qui est très talentueuse, un vrai tribun, s'il est au service des idées de son parti, pas de problème, mais s'il est au service de son narcissisme et d'une certaine forme de mégalomanie à se prendre pour le grand opposant, à se prendre pour Saint-Just, non, là je suis désolé, ça marche pas, il n'est pas au service de ses idées. Raphaël, ce que nous dit auditeur, Mélenchon ne le fait pas. Ce que nous dit Raphaël, Mélenchon ne le fait pas, justement. Ce qu'elle est en train de décrire, Raphaël, le contenu de ce tweet de Raphaël, Mélenchon s'en fout. Il ne
parle pas de ça. Il ne parle que de lui, de son procès et de son livre. Dans un instant, Xavier avec nous, il nous appelle des Alpes-Maritimes, voir ce qu'il a à dire. Est-ce qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon a raison de dénoncer une justice aux ordres, une justice politique qui a pour but de réduire à néant l'opposant politique qu'il est, la France insoumise incarnée. 3216 rmc.fr. À vous de prendre la parole avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules, RMC Story. Les GG avec aujourd'hui Barbara Lefebvre, Fatima Idbounois et David Dickens sont les grandes gueules qui vous accompagnent depuis 9h et en direct jusqu'à midi. Des grandes gueules qui parlent du cas de Jean-Luc Mélenchon qui hier dans une conférence de presse a dénoncé un pouvoir qui veut le détruire politiquement. Il le disait, je n'ai pas peur de la prison, je n'ai pas peur des juges, je n'ai pas peur des policiers. Et il faisait allusion à ce pouvoir qui aujourd'hui se comporte comme un pouvoir qui faisait la même chose dans les dictatures sud-américaines dans les années 70. Il n'a pas hésité d'ailleurs à citer l'opération Condor, qui était les opérations des services secrets américains destinées à annihiler les oppositions de gauche, les oppositions communistes en particulier. C'est peut-être même un coup de la CIA, hein, en fait. Hein. On ne sait pas, mais... Mais en plus... Non, attendez. Non, si tu suis ce raisonnement, en gros, ce serait Macron derrière tout ça, puisqu'il explique que Dupond-Moretti a fait une photo avec Brigitte Macron, donc ça explique le complot. Bon, très bien, c'est Macron qui veut la peau de Mélenchon. Est-ce que vraiment c'est l'intérêt pour Macron de voir Mélenchon affaibli politiquement? On a peut-être même plutôt l'impression que Macron, il a plutôt intérêt à avoir des gens un peu extrémistes face à lui, puisque ça renforce sa stature du type qui est en position centrale, raisonnable, face aux excités Mélenchon et Le Pen. Moi, je pense au contraire qu'il a plutôt intérêt à avoir un Jean-Luc Mélenchon fort à gauche que d'avoir des gens peut-être un peu plus modérés qui pourraient être le concurrencer. On va aller du côté des Alpes-Maritimes, écoutez Xavier. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Bonjour Xavier. Oui, bonjour les GG. Qu'en dites-vous, monsieur Xavier, fidèle des GG? Alors, je vous avais contacté il y a quelques temps, j'étais passé à l'antenne justement au moment où il y avait eu l'histoire de la vidéo lors de la perquisition. Ouais. Et je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'était suicidé politiquement. Et j'avais vu la moue un petit peu ironique à l'antenne de certains de vos GG. Et je pense qu'aujourd'hui, les faits et le temps me donnent raison. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Fatima, à la France Insoumise, il commence à en avoir un peu marre et il voudrait passer à autre chose. Et comme l'a souligné Charles Dickens très justement... David Dickens. Pardon, excusez-moi. Il a l'habitude, c'est pas un problème. Ça m'arrive tous les jours. Et comme il l'a souligné très justement, à la dernière élection présidentielle, il prônait le dégagisme, dégagez-les tous, sauf moi. Sauf qu'il fait partie du lot, il ne faut pas qu'il se leurre. Donc ça lui est retourné dans la tête comme un boomerang, effectivement. Mais le cinéma qu'il nous a fait le jour de la perquisition, il fait l'acte 2, il fait une suite, hein. Peut-être qu'il va faire un troisième volet, je ne sais pas. Moi j'espère qu'il n'y en aura pas un troisième, parce que c'est navrant. Mais effectivement, il nous fait un numéro 2. Il y en aura un troisième. Moi, je peux vous dire quand il va avoir lieu, le troisième. Ah oui, mais c'est jeudi et vendredi prochain. Comme ça, c'est comme les Star Wars, hein, il va en faire 12. Hein, mais bon, il faut pas. Mais Xavier, vous dites, il ne faut pas, pardon, mais je vais un peu dans votre sens, parce que vous dites, c'est un feuilleton à épisode. Oui, le prochain épisode, c'est jeudi matin à l'ouverture du procès. Vous allez voir. Alors, les caméras seront présentes, bien sûr. Et je peux même vous dire qu'il va y avoir un autre épisode, c'est ce soir, sans révéler de scoop, mais tout de même, il sera sur BFM TV, interrogé Jean-Luc Mélenchon par Laurent Neumann et Éric Brunet, qui sont sur BFM TV le soir. Et donc, vous pouvez être sûr qu'il va de nouveau... je vais regarder. Mais vous voyez, non mais en même temps c'est tout le truc. Mais oui, mais quand tu regardes les marchés, exactement parce que ça va être du copier-coller de c'est le complot, on essaie de m'assassiner politiquement. Mais et je dis dans mon livre que vous devez acheter. C'est pas possible. Oui, parce que Mélenchon est devenu un homme de spectacle. Voilà. Il me fait penser, moi, quand on était gamin, il y avait Georges Marchais, et on regardait Georges Marchais face à El Kabbach et Alain Duhamel, parce qu'on savait qu'on allait passer un bon moment. Il y aurait du punch. À l'époque, on disait pas punchline, mais c'était ça. Il y avait des bons punchlines, des bons mots, des échanges, etc. Mais en même temps, les gens votaient de moins en moins communistes et de moins en moins pour Georges Marchais. Jean-Luc Mélenchon, il arrive la même chose. Xavier, je me permets de vous couper. Et le parallèle que vous faites, il est juste parce que
Mélenchon, Marché, même combat, ils ont des idées justes. À la base, leurs idées, tout le monde se reconnaît dedans. Mais la manière de se mettre en scène, de se montrer, de traiter le sujet, ça en devient du spectacle, du théâtre. C'est plus crédible. Surtout que... Et comme je vous l'avais déjà dit, pour moi, il est plus du tout crédible depuis l'histoire de la perquisition, où je suis la République, ma personne est sacrée, moi, vous n'avez pas le droit de me toucher, mais moi, j'ai le droit de gueuler après un flic qui fait son travail, qui reste stoïque, et j'ai le droit de gueuler devant un procureur, et comme l'ont dit beaucoup d'avocats et d'experts, une personne lambda aurait fait la même chose, les mains dans le dos, les menottes, mise en examen, garde à vue et au niouf. Ouais. Donc effectivement, il a pas le même traitement que tout le monde. Parce qu'il n'a pas été... L'image est terrible parce qu'elle reste. Et on voit ce type stoïque, absolument pas agressif, et lui qui lui gueule dessus comme si c'était rien du tout. Et c'est d'autant plus dommageable que Jean-Luc Mélenchon, c'est un érudit, c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un qui avait largement les moyens de porter les idées que porte la France. Il a du mal à se maîtriser quand même. Et c'est un peu la limite du personnage. C'est ça son problème. Je te dis, s'il était président de la République, est-ce qu'il serait capable de se maîtriser? Exactement. Mais c'est doublement dommageable parce que on peut regretter ça, on peut regretter qu'un type qui a une telle culture, qui pouvait porter ses idées parce qu'elles peuvent être argumentées, elles peuvent être référencées par cette immense culture, qui gâche tout ça par une espèce d'ego démesuré. Xavier, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt Xavier. Merci d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. Ça montre en fait aussi, surtout à mon avis, qu'au bout d'un moment, le temps politique est passé pour certains. Oui. C'est-à-dire, tu vois, il faut savoir pour les responsables politiques. Mais oui, le climax de Jean-Luc Mélenchon, ça a été cette élection présidentielle où effectivement, c'était à 600 000 voix près. Quand tu regardes le bassin électoral, 44 millions de gens, tu dis mince, c'est pas passé loin. Oui, mais c'est fini. Et donc à la limite, tu devrais dire. Stop, je raccroche et pas attendre parce qu'il est tellement dans l'envie, l'avidité de 2022, si tu veux, que voilà. C'est comme Hollande. Il n'a fait que ça dans sa vie. Fait. Et donc, François Hollande, Nicolas Sarkozy, on en perd pas à décrocher. On en perd, ou plutôt. Ils en perdent, si tu veux, toute logique et toute rationalité, quoi. Fatima Idouin, t'es pas d'accord? C'est pas ça, c'est que j'étais en train de me dire comment. Ce qui est embêtant, c'est qu'il. Pensez à autre chose. Tu ne m'écoutais pas. Fait plaisir. Tu me demandes bien pourquoi je parlais. Non, je t'écoute jamais. Parler avec tes élèves. Je fais semblant. Comme quand j'écoute mon fils. Oui. C'est l'écoute flottante. L'écoute flottante. Non, j'écoutais attentivement, mais j'étais en train de me dire que j'étais pas d'accord avec toi. Sur une chose, j'ai l'impression. C'est comment il aurait pu très bien, cette histoire, il fallait peut-être, certaines personnes peuvent se dire, tiens, il y a quelque chose de politique dans cette histoire. Mais il faut que ce soit les personnes il faut qu'elles-mêmes se disent ça. Et là, il est tellement en train de souligner au gros rouge qui tâche, il le dit tellement lui-même, il va tellement écrire, c'est ça qui est gênant finalement. Alors qu'il aurait laissé cette optique-là, il aurait laissé les gens peut-être le penser eux-mêmes, ça aurait pu lui servir cette histoire aussi. Et puis voilà. Mais là, comme il y a d'autres partis qui ont connu les mêmes perquisitions, on est dans un moment, comme il y a les images surtout. Mais moi, Dupond-Moretti a fait une photo avec Brigitte Macron. Tu vois un peu le niveau d'argumentation. Je ne pense pas qu'il soit mort, mais je ne sais pas comment il va rebondir, là, comment ils vont faire dans son parti. Mais effectivement, pour moi, il faut du renouveau. Enfin, en tout cas, pour la France Insoumise, la France Insoumise a intérêt de se tourner vers d'autres figures comme Ruffin, Quatennens. C'est le problème aussi. D'ailleurs, tu l'entends pas, François Ruffin, sur cette histoire. Non, François Ruffin, mais François Ruffin, ça fait longtemps ça fait plusieurs mois. Ça fait à peu près 6 mois déjà que François Ruffin prend un peu ses distances avec les cadres et l'encadrement de la France Insoumise, parce que je pense qu'il y a certains cadres de la France Insoumise qui sentent bien qu'ils ne veulent pas être entraînés dans la chute de Mélenchon. Parce que si Mélenchon s'effondre, il peut aussi s'effondrer par lui-même, je veux dire presque une forme d'effondrement psychique, parce que c'est quand même quelqu'un qui, on le sait, a des petits, des fois il est un peu mélancolique, il passe des moments, il est un peu déprimé, voilà. Donc quand on est dirigé comme ça par quelqu'un d'un peu insaisissable et instable, mais il faut aussi que derrière il y ait des gens qui entraînent. Or, qui sont les gens qui entraînent derrière? Souvent, c'est des gens qui répètent les éléments de langage. Quand on entend Coquerel ou même Quatennens, c'est très bon, mais en même temps, il récite. C'est de la récitation du catéchisme mélenchonien, qui effectivement est un peu Chavez sur les bords, alors que vous avez d'autres personnalités, effectivement, Ruffin, qui lui aussi est un peu étrange, mais bon, vous avez Ruffin, même Corbière, c'est des gens qui sont capables de penser par eux-mêmes. Non, mais Barbara, sans Mélenchon,
moi je pense que la France insoumise redescend en dessous de 5. Hein. Sincèrement, c'est le talent de Mélenchon. Travailler une incarnation. C'est le talent de Mélenchon qui a permis à quand même ce mouvement qui incarne la gauche radicale de faire un tel score à la présidentielle. Sans Mélenchon, à mon avis, il redescend à 5. Je crois que c'était véritablement la volonté des gens d'un changement radical. Alors attendez que Barbara finisse au bon moment. Juste un point. Le problème, c'est le dilettantisme. On ne fait pas de la politique en dilettante. Et Jean-Luc Mélenchon, il a fait une campagne présidentielle hyper intense. Il était à fond et il s'est hyper préparé. Et ensuite, il a eu le creux de la vague. Et là, maintenant, il fait tout ça en dilettante. Et il y a certains chez la France insoumise qui sont aussi un peu en dilettante. La politique, ça se fait pas en dilettante. Il faut être à 100%, voire à 200%. Juste pour revenir sur ce que tu as dit sur le côté, tu as dit le côté mélancolique ou toi tu as dit dépressif. Il faut se méfier aussi de ces diagnostics, comme ça, et de la psychologisation ou même le côté psychopathologique qu'on va faire comme ça à distance sur les hommes politiques. D'une part parce que effectivement, bien sûr, il y a des personnages politiques eux-mêmes qui ont eu de grands destins et qui ont des problèmes psychopathologiques. Bon. Une fois qu'on a dit ça, parce que le problème c'est on s'en est souvent servi pour discréditer des ennemis politiques et bon si on s'en sert là, il faut le faire à chaque fois. Moi je n'irai pas sur cette pente-là. C'est simplement c'est juste un élément d'explication aussi de sa façon de gérer la France insoumise. Il a géré la France insoumise à certains moments de façon dilettante. Il a été hyper présent, tout d'un coup il s'est un peu absenté, après il revient, il crie. C'est insupportable pour les gens qui sont sérieux. À sa décharge, je pense que ce qu'on est en train de décrire, enfin qu'on essaye d'expliquer cette forme de pathologie psychologique. Non, on en trouve beaucoup chez les politiques. Non, c'est pas une pathologie. Il y a même des ouvrages dessus. Enfin, quand tu dis il est pas sain. Non, j'ai pas du tout dit ça. J'ai dit qu'il était mélancolique. La mélancolie, c'est. Il est pas stable. Pardonne-moi. Il est pas stable, oui. Quand on est mélancolique, on a une forme d'instabilité. Quand on n'est pas stable, ça relève. Pardonne-moi, ça relève. La mélancolie, c'est pas une question de sain ou pas sain. Il est sain d'esprit. Non, parce qu'on peut le faire facilement avec Trump. Mais on pourrait pas le faire avec nos responsables politiques. C'est marrant. Moi, je le fais pas non plus avec Trump. Trump est sain d'esprit. S'il n'est pas stable, pardonne-moi, ça relève quand même d'une forme de pathologie et c'est lié au fait d'être allé très haut. Il est allé très très haut, il s'y est vu. Et je pense que s'il ne parvient pas à décrocher, c'est à cause de ça simplement. Et est-ce que c'est pas là une réaction parfaitement humaine, tu vois, erroné, il a tort de le faire, il a tort de s'accrocher. Mais quand tu es arrivé si près, tu disais tout à l'heure, quelques voix, il y en a qui savent décrocher. Il y en a qui savent décrocher. Moi, par exemple. Mais quels sont ceux qui l'ont fait? Je cite un exemple. Je vais te donner un exemple, David. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, il a fait 2 mandats. Il aurait pu en faire un 3e, peut-être voir un 4e. On serait peut-être pas dans cette situation, mais ça, c'est un avis personnel. Et Bertrand Delanoë a décidé au bout de 2 mandats, il l'avait dit, je me représenterai pas. Il y avait pression pour qu'il se représente. Ben voilà, et donc c'est possible. C'est pas la présidentielle. Olivier. C'est possible, mais il n'a pas été président, je te rappelle, Mélenchon. Non, mais il n'a été que candidat. Oui, mais si tu l'as déjà été il est proche. Il est proche et il s'est vu comme le premier opposant. C'est pas tout à fait la même chose que Delanoë à la mairie de Paris. Effleurer le but. Moi, je crois qu'on a changé d'époque. Pire que rater son but, c'est effleurer. Parce que lorsqu'on effleure, on se dit ça y était presque. Et donc lui, il est dans ce. Excusez-moi, mais le 4e, c'est pas vraiment effleuré 4e. C'est même pas le podium. Souvenez-vous, il a même nié. Souvenez-vous, il s'est présenté comme le premier opposant à Emmanuel Macron. Ça, c'est la méthode Coué. Après la 4e, mais ça, c'est la méthode Coué. Ça, c'est la méthode Coué. C'est pour te dire à quel point cette cécité le porte. Au contraire, on change d'époque et que de plus en plus d'hommes politiques feront autre chose. Je peux en citer d'autres. Nathalie Kosciusko-Morizet est partie à changer de vie. Je pense qu'effectivement, elle n'a guère eu le choix non plus. Bah oui, forcément. Bien entendu. Mélenchon aurait pu très bien. Delanoë, comme tu le dis, effectivement, il a choisi. Mais Mélenchon a pu très bien dire, après sa nouvelle défaite à l'élection présidentielle, puisque c'était pas la première, voilà, je me retire. Non, il fait partie de cette génération, mais qui est en train de disparaître. Tu sais pourquoi? Qui fait ça toute sa vie, comme Hollande, etc. Je pense que la nouvelle génération, ils feront pas comme ça. Je pense qu'Édouard Philippe, quand il aura quitté Matignon, je ne le vois pas pendant 50 ans s'accrocher au pouvoir. Quel est le modèle de Jean-Luc Mélenchon, l'homme politique auquel il a toujours fait référence? Voilà. Oui, mais c'est la même. Et c'est, si tu veux, son inspiration. Et François Mitterrand, combien de fois il s'est présenté? 3 fois? Il s'est présenté 3 fois avant d'être élu. 3 fois avant d'être élu. Bon, ben voilà. Donc il se dit que, si tu veux, fort de ce qu'a vécu son modèle, il peut retenter le coup. Dans un instant, les amis, les tendances GG. Sibeth Diaye en voiture de fonction, mais qui est solidaire des Parisiens qui galèrent, et le Monopoly pour femmes. Voilà ce qui était en tendance GG hier sur les réseaux sociaux. A tout de suite avec Barbara, David et Fatima. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.